travers de ce type d'événement. Je suis M. Arnaud Nanguet. Je suis un enthousiaste de la cybersécurité. J'aime d'ailleurs souvent me présenter comme un évangéliste de la cybersécurité parce que j'y suis rentré par passion depuis à peu près 11 ans. Et je n'ai certainement pas l'envie d'en sortir, peut-être pas aussitôt, si ce n'est peut-être pour aller surveiller mes activités champêtres au contraire. Donc, je suis un passionné de cybersécurité. Je travaille en plusieurs axes de la cybersécurité. J'ai officié comme superviseur de la sécurité de l'information pour un ensemble de structures. Il faut quand même dire que j'ai commencé par travailler pour Antique. Et l'entreprise qui a la responsabilité de définir et d'implémenter la stratégie nationale de cybersécurité. Et c'est un peu là où je fais, on va dire, mes classes en cybersécurité. Et puis très rapidement, je suis allé vers des organisations, notamment des opérateurs, des multinationales où j'ai travaillé à l'implémentation, à la conception et l'implémentation de stratégies de sécurité. Donc, je suis aujourd'hui fondateur d'un cabinet de conseil qui prodigue donc qui accompagne les organisations dans la gestion du risque digital. Et on va parler aujourd'hui d'un aspect qui m'est très cher, c'est de voir un peu la façon dont a évolué la menace cyber en Afrique. On va essayer de partager dessus. Vous êtes suffisamment intelligent pour capter l'essentiel, hein, d'ailleurs beaucoup plus intelligent que moi pour capter l'essentiel de ce dont on va échanger. Donc, peut-être slide. Alors, slide, oui, merci, ça c'est ma présentation. Alors, donc, on va évoquer le contexte global de la cybersécurité. On va parler de quelques chiffres très évocateurs. Ensuite, on parlera du cyberespace, hein, mais de façon très brève. Je vais essayer de dire en des termes très simples ce qui peut sembler complexe. On va faire également un devoir d'analyse cybercriminologique. J'en parlerai par la suite. C'est vraiment pas grand-chose. On parlera de quelques foyers de cybercrime, mais enfin, je suggérerai une approche, on va dire, de cybersouveraineté. Alors, je suis embêté d'en parler parce que j'ai suivi une partie, à un moment, j'en ferai mon avis tout à l'heure, j'ai suivi une partie de la présentation matinale à laquelle je pense certains d'entre vous ont participé. Et le consultant a suffisamment bien parlé des questions de cybersouveraineté, donc on va dire qu'il m'a un peu aidé sur cette slide-là. Donc, je ne redirai pas systématiquement ce qui vous a déjà été présenté ce matin. Slide. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est que l'Afrique, c'est un potentiel sur la plateforme dans l'environnement digital, et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. En Afrique, aujourd'hui, on a la plus forte progression, la plus forte croissance de la population jeune. Quand je parle de population jeune, je parle de personnes ayant moins de 25 ans. Aujourd'hui, l'Afrique présente la plus forte marge de progression pour cette population-là. Et quand on sait que c'est une population qui est essentiellement connectée, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est également une pépinière, c'est également une cible de tous les cyberattaquants et de tous ceux qui, sur l'espace cyber, se permettent de poser un certain nombre d'actes malveillants. Aujourd'hui, l'Afrique a une hack qui est plus importante que par le passé, parce qu'on représente un potentiel important. Et donc, plus que jamais, on a intérêt à mettre en place des actions et des mesures pour pouvoir sécuriser notre cyberespace. C'est un rapport de Jeune Afrique qui nous fait savoir que le coût de la cybercriminalité en Afrique est estimé à 4 milliards de dollars autour de l'année 2020. Ça, c'est uniquement sur la seule année 2020. Et vous aurez très bien compris que ce sont des chiffres qui sont très tronqués parce qu'en Afrique, malheureusement, l'information ne circule que très peu sur des événements cyber. Pour ne revenir que sur la zone CEMAC, dans laquelle je travaille par ailleurs, on a à peu près une vingtaine de banques, par exemple, pour ne rester que sur le segment bancaire, qui ont subi des cyberattaques depuis 2009. Ça, c'est très évocateur de ce que représente l'envergure de la menace. Et là, je ne parle que de l'ensemble des pays de la zone CEMAC. Et donc, aujourd'hui, la menace, elle est présente. Et il y a donc de quoi mettre en place des stratégies adaptées aux nouvelles menaces auxquelles on doit faire face. Et donc, il y a des réponses qui s'organisent. Et ça également, c'est le côté de l'Afrique qu'on ne présente pas beaucoup.
Parce que j'ai vu, par exemple, dans certains pays d'Afrique, on a des associations, on a des sortes d'organisations qui travaillent pour la protection des données personnelles. Il faut dire que c'est un sujet qui est nouveau. En Afrique, on est déjà en retard sur tout ce qui est digitalisation, et on a déjà des réglementations qui adressent des questions de cybersécurité, qui adressent des questions de protection des données personnelles. Donc, on est un peu avant-gardiste de ce point de vue-là. Ça fait que aujourd'hui, on avance sur les questions réglementaires, on avance sur les questions de normes et standards, en même temps que d'autres infrastructures se mettent en place. C'est un gros avantage, parce que par exemple, les autres continents n'ont pas eu le même avantage, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place l'infrastructure, et puis avec l'arrivée de la cybermenace, ils ont dû adapter le système de régulation. Et donc, nous, on a l'avantage de pouvoir mettre les deux ensemble, c'est-à-dire en même temps qu'on met en place l'infrastructure, on s'assure que tous les maillons de sécurité sont mis en place. Quelques chiffres qui sont évocateurs. L'Afrique, c'est plus de 500 millions d'utilisateurs sur Internet. 38 millions de citoyens africains étaient en ligne d'une façon ou d'une autre en 2021. Et là, c'est une source de l'étude Interpol, publiée en 2021. Plus de 90% d'entreprises africaines n'implémentent pas les standards et les bonnes pratiques en termes de sécurisation de leur système informatique. Et donc ça, c'est une défaillance si importante parce que c'est très souvent par ce biais-là que les criminels vont pouvoir s'introduire au sein d'un système d'information. Je ne vous referai pas les éléments de rappel sur le risque qui ont également été largement évoqués dans cette matinée. C'est qu'une fois que vous avez le paramètre vulnérabilité, on a la possibilité de s'introduire dans un système d'information. Et donc, c'est une défaillance de ne pas s'appuyer sur des standards et des normes, des protocoles sécurisés. Et donc, une fois que vous avez cette défaillance-là au sein d'un parc informationnel, on a donc la possibilité de pouvoir s'y intégrer de façon frauduleuse. Et donc, en Afrique, entre janvier 2020 et février 2021, on a enregistré pas moins de 679 millions d'emails frauduleux. Ça également, c'est la même étude Interpol, qui a d'ailleurs engagé un certain nombre d'actions de coopération avec des polices judiciaires et des agences de régulation des TIC dans les différents pays d'Afrique. C'est-à-dire que la question aujourd'hui suscite de l'intérêt. Et donc, il y a également une riposte qui est en train de se mettre en place par rapport à ces sujets-là. Je vais emprunter à une citation célèbre de Mao Zedong qui avait l'habitude de dire que, ça c'est dans les années 36, que la guerre, qu'elle soit une guerre de classe ou une guerre nationale, outre les conditions et le caractère propre à ces conditions et ses caractères particuliers. Et donc, la guerre cybernétique, elle a un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on parle de la guerre de façon générale, on a les lois de la guerre de façon générale, mais pour pouvoir remporter la bataille de la guerre cybernétique, je veux dire, il faut intégrer les techniques qui sont propres à l'essence même du cyberespace. Et donc, c'est simplement ça, ça veut dire que quand on veut s'engager vers un combat tel que celui-là, on a intérêt à comprendre la spécificité du cyberespace. De savoir que, par exemple, je peux pouvoir perpétrer une attaque dans un pays duquel je n'appartiens pas, je peux pouvoir perpétrer ça à partir de ma chambre, à partir d'un certain nombre d'équipements spécialisés. C'est une particularité qu'on n'a pas dans la guerre traditionnelle. Et donc, quand on n'a pas intégré cette spécificité-là, on ne peut pas avoir l'ascendance sur nos potentiels adversaires sur le cyberespace. Et donc, ça, c'est également quelque chose d'important. Aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, ce qui nous manque, c'est d'avoir une véritable doctrine de notre stratégie de cyberdéfense. La doctrine, c'est la stratégie, c'est la vision, hein, c'est comment est-ce qu'on pense mettre en place les différentes infrastructures, les personnes, les politiques, pour pouvoir assurer globalement la sécurité de notre cyber-territoire. Et donc, tant qu'on n'a pas une philosophie qui est commune, c'est clair qu'on est faillible. On peut nous percer à vivre de partout parce qu'on aurait des maillons qui ne seraient pas simplement alignés sur l'ensemble des standards. Donc, le cyberespace, c'est essentiellement trois couches. Ce que vous devez certainement savoir, c'est qu'on a en réalité trois Internets. Ça, c'est extrêmement important de le savoir parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas remporter la bataille
cybernétique si on ne sait pas globalement ce que c'est qu'Internet. J'entends très souvent, y compris parmi les confrères consultants, dire qu'Internet n'est pas sécurisé, ce qui est quelque peu une aberration. Parce qu'il convient quand même de rappeler que Internet, à la base, est une invention militaire. Et pour qui a un peu côtoyé, parce que j'ai l'avantage de travailler par ailleurs avec certains départements ministériels, notamment de la Défense, généralement, la stratégie militaire, derrière la stratégie militaire, généralement, ce qu'on recherche, c'est le contrôle. Et dans le cas spécifique de l'Internet, Internet a été créé dans une pensée de contrôler l'information ou de contrôler les flux d'informations. Okay, donc aujourd'hui, Internet est peut-être désordonné, mais Internet n'est pas non sécurisé. Okay, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des acteurs sur Internet qui ont la possibilité d'effectuer un certain niveau de contrôle sur toutes les transactions qui se font sur Internet. Donc ça, c'est extrêmement important de savoir ça. Et en tant qu'État, en tant que personne, c'est important d'avoir cette information pour pouvoir régler la posture qu'on va avoir sur le cyberespace. Parce que finalement, on est sur un espace où on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, parce qu'on ne sait pas exactement qui a la main mise ou l'emprise de ce qu'on est en train de faire. Donc, je parle de trois Internet. Le web surfacique, c'est ce que vous connaissez tous, les pages qui sont acceptées sur Internet. Vous avez la possibilité, une fois que vous avez le lien hypertexte, vous allez donc avoir la possibilité de pouvoir parcourir du contenu accessible globalement à tout le monde. Ça va être le web surfacique. Ensuite, vous allez avoir le deep web. Donc, au niveau du deep web, ça va être tout ce qui est, par exemple, page d'administration des sites, tout ce qui est espace sécurisé comme le cloud. Et là, vous allez avoir des espaces un peu plus réservés et donc qui demandent un niveau d'authentification un peu plus élevé. Vous ne pourrez donc pas aller sur le deep web si vous n'avez pas un certain niveau d'authentification. Et donc, naturellement, sur le deep web, vous allez avoir accès à des informations qui sont sensibles, qui sont beaucoup plus critiques que sur le web surfacique. Et donc, la troisième couche, qui est la couche la plus profonde, hein, et globalement une des plus importantes, parce que le deep web, il remonte que c'est à peu près 70% de ce qu'on voit sur Internet. Et donc, en réalité, 70% de ce que Internet contient, vous n'y avez pas accès. Ou du moins, vous n'y avez pas accès par les canaux classiques que nous connaissons. Okay, ça veut dire qu'il faut pouvoir soit avoir les différents identifiants pour pouvoir s'y connecter, avoir accès, soit alors contourner les mécanismes de sécurité pour avoir accès au deep web. Et le dark web, c'est donc la couche la plus profonde et la couche la plus noire, comme son nom indique. Ça veut dire que c'est dessus qu'on va pouvoir avoir des activités. On va déjà avoir un certain niveau d'anonymat sur le dark web, c'est-à-dire que le niveau de traçabilité ne sera pas impossible, mais sera plus complexe que sur les deux autres. Et ça veut dire que vous pouvez initier, par exemple, des transactions telles que du trafic d'armes, telles que du trafic sexuel, telles que du trafic de drogue. Vous pourrez initier ces transactions sur le dark web. Très récemment, en me connectant, par exemple, dessus, j'ai vu qu'on commercialisait, on avait des annonces de commercialisation de corps de femmes ukrainiennes. Vous avez la possibilité, sur le dark web, d'avoir accès à ce type de service-là. Et donc, c'est super non réglementé, mais par contre, comme je vous disais, il y a des entités qui ont la possibilité de pouvoir contrôler, y compris le trafic qu'on a sur ces couches-là. Et donc, c'est important d'avoir cette structuration-là pour voir qu'en réalité, la protection du cyberespace implique d'avoir une partie prenante sur chacune de ces couches-là. Vous devez avoir au niveau de l'Afrique des acteurs qui savent aussi bien sécuriser le web surfacique que pouvoir travailler ou investiguer sur le dark web. Parce que c'est un peu comme les cas de police traditionnels. Vous devez avoir des agents de police qui peuvent investiguer pour tous les cas de crimes traditionnels. Et donc, ça demande une certaine expertise, ça demande un certain nombre de compétences pour lesquelles en Afrique, on doit de plus en plus se doter. Il semblait important de relever cette notion-là pour qu'on ait tous le même entendement de base de ce que c'est que le cyberespace. Slide. Donc, je suis par ailleurs, ça je ne l'ai peut-être pas dit dès le départ, mais je suis également un investigateur en cybercrime. Donc, j'ai travaillé sur un certain nombre de cas de cyberattaque. Et donc, la vérité, c'est qu'un investigateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver sur une scène de cybercrime et il va, sur la base des preuves identifiées, il va simplement retrouver les responsabilités, retrouver le modus operandi
et puis établir clairement les responsabilités dans le cadre de la cyberattaque. Et donc, j'ai proposé un essai d'analyse cybertechnologique, c'est-à-dire une étude de comment est-ce que les victimes facilitent les cas de cyberattaque. Et donc, c'est un peu ça que je présente dans le slide qui suit. Donc déjà, les adversaires, ils sont connus. Vous avez les moins dangereux, c'est-à-dire les amateurs de sensations fortes, les cybercriminels. On a par exemple au Cameroun, c'est très répandu le scamming, qui est par exemple une attaque non technique, qui ne demande pas nécessairement un fort niveau de connaissance ou de compétences techniques. Et donc, c'est un peu ce qu'on qualifie d'activité fortuite, c'est-à-dire que ça va être un peu des aventuriers à la Robin des Bois qui vont dépouiller ceux qui ont un peu plus d'argent pour pouvoir se faire les poches globalement. Mais vous avez également des organisations plus structurées, vous voyez des objectifs beaucoup plus stratégiques. Vous allez par exemple avoir des groupes terroristes, vous allez avoir également des cyberattaques sponsorisées par les États. Donc ça va être le niveau quasiment le plus élevé parce que vous avez vu également entendre parler tout au long de ce séminaire, vous avez également des États qui ont intérêt, et ça également, ça rentre dans la doctrine de cyberdéfense. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les États financent des organisations terroristes simplement parce que ça rentre dans l'idéologie doctrinale de leur stratégie de cyberdéfense. C'est pour ça que je parlais de la doctrine de cyberdéfense d'un État ou d'un continent. C'est généralement un document dans lequel on va lister les éléments qui font la particularité de notre philosophie de cyberdéfense. Et je donnerai avant la fin un exemple de ce que quelques continents, quelques pays ont implémenté en matière de doctrine de cyberdéfense. Donc, sur le slide suivant, vous avez donc la possibilité de voir quelques spécificités de quelques victimes de cyberattaques en Afrique. Déjà, l'une des particularités, c'est que les cibles ne présentent pas de spécification particulière. C'est-à-dire, en Afrique, on va attaquer de façon indifférente un hôpital, un ministère, une administration parapublique, une banque. Donc, de façon indifférente, les pirates ne vont pas avoir de préférence en fonction du type d'entreprise. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très important. Ça veut dire que, et c'est ça aussi qui fait le caractère asymétrique de ce type d'attaque, c'est que ce n'est pas parce que je suis une start-up ou alors que je suis un département ministériel que je suis moins exposé, parce que ce que vous devez savoir, c'est que sur le dark web, la valeur de la donnée volée est exactement la même. C'est-à-dire que ce soit une donnée que j'ai volée dans une start-up, dans un ministère ou chez un opérateur, la valeur marchande de la donnée est systématiquement la même. Okay? Donc, aujourd'hui, les pirates ont le même intérêt à hacker un ministère qu'à hacker une banque ou alors un opérateur. Donc, il y a une certaine asymétrie dans le choix des cibles. Et les cibles également présentent la particularité d'une absence de solidarité ou de collaboration. On a simplement au Cameroun, vous avez à peu près l'équivalent de 95 banques. J'espère ne pas dévoiler une information confidentielle. Vous avez près de 95 banques au Cameroun qui se sont fait pirater, qui ont subi une cyberattaque au moins une fois. Et là, je me situe entre les années 2010 et aujourd'hui. Au moins 95% des structures bancaires ont subi une cyberattaque. Et pour certaines, le mode opérateur est le même. Et c'est dû essentiellement à une absence de solidarité et de collaboration. C'est-à-dire que j'ai subi une cyberattaque et par crainte d'entacher ma réputation, je ne vais pas partager avec les autres entités du même secteur. Et puis finalement, on donne l'avantage au cybercriminel parce que finalement, ils peuvent simplement répliquer le même mode opératoire. Ce qui compte également de savoir, c'est que la plupart des banques au Cameroun, et là je vais y aller avec les pincettes, parce que je veux voir mes enfants grandir. Vous avez la plupart des banques aujourd'hui qui ont fait le choix d'avoir à peu près le même opérateur de core banking, c'est-à-dire la même solution qui leur fait l'ensemble des transactions de banque. Tout à l'heure, dans la présentation, tout à l'heure, on vous parlait des risques qui sont liés à l'acquisition de ce que nous appelons chain of supply, tout ce qui est chaîne de mise à disposition de la valeur. Et donc, si moi, je suis une banque africaine et que je travaille sur le core banking qui est européen, qui est occidental, ça veut dire que les risques qui sont induits à cette plateforme-là me sont également induits. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
un hacker peut décider, au lieu de s'attaquer à mon parc informationnel, il va simplement s'attaquer aux vulnérabilités de la plateforme de core banking. Et donc, finalement, puisque moi, je m'intègre dans mon parc en toute sécurité, ou du moins avec toutes les garanties que le constructeur m'a données, finalement, je me retrouve autant exposé, sinon plus exposé que le constructeur, parce que finalement, c'est moi la banque qui suis responsable des données de mes clients. Okay, donc, ça, c'est par exemple un élément particulier. Et on doit également y prêter attention quand on est investigateur. Parce que généralement, quand on fait de l'investigation, tout le monde est potentiellement coupable. Et je le dis assurément parce que j'ai même eu à faire une investigation pour laquelle moi-même j'étais coupable. Et donc, généralement, pour les cas d'investigation, on va chercher dans tous les sens parce que le risque ou la menace est présente à l'époque. Vous avez aujourd'hui des cybercriminels qui développent des techniques de plus en plus astucieuses. Et donc, la réponse aussi se doit être à la hauteur de ces spécificités. Donc, les budgets affectés à l'investissement en cybersécurité, ils sont encore marginaux. Je pense que ça également, c'est quelque chose que vous savez. Aujourd'hui, il est vrai, la demande est de plus en plus pour les profils de cybersécurité. Les budgets qui sont affectés restent encore très marginaux pour permettre aux responsables de pouvoir mettre en place les stratégies. Donc, une fois attaquées, les victimes ont tendance à se rétracter. Je l'ai parlé tout à l'heure de masquer les informations, ou du moins de ne pas faire savoir qu'elles sont attaquées. Les conséquences sont de plusieurs ordres. On a des conséquences du point de vue humain, parce que finalement, vous avez très souvent dans ces cas-là des cas de complicité en interne, et donc finalement, on se retrouve dans une entreprise où personne ne se fait confiance. Vous avez le DBA qui regarde l'administrateur des systèmes en chaîne de faïence, vous avez les développeurs qui finalement a peur de tout le monde. Et donc, vous vous retrouvez dans un environnement où tout le monde, en réalité, où il y a une crise profonde de confiance. Et ça, ce sont des aspects qu'on ne mentionne pas beaucoup dans les cas de cyberattaque. Parce que j'ai vu dans pas mal de cas des responsables IT, des profils IT, souffrir dans leur personne, dans leur intimité de ce que peut emmener une cyberattaque. Donc, ça, c'est également des aspects qui sont importants à souligner pour dire que une fois qu'on va vers ces métiers-là, c'est également une composante. Vous avez intérêt à mettre en place les bonnes pratiques et les standards pour être sûr que demain, après-demain, vous êtes à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc, sur le plan financier, ça, c'est évident. Sur le plan de l'image, ça, également, c'est plus évident. Il y a des facteurs qui sont aggravants de cyberattaque. Ils peuvent être structurels. Généralement, les organisations ne sont pas suffisamment structurées. On a par exemple souvent des cas de responsables de sécurité qui va rendre compte à un directeur informatique. Le directeur informatique aura la priorité d'étendre le système d'information. Le responsable de la sécurité aura la priorité de détecter les zones de risque. Et donc, finalement, les deux ne regardent pas forcément dans le même sens. Si moi, je suis ton responsable, c'est clair que c'est mon sens ou alors c'est ma vision qui aura l'ascendant sur la tienne. Et donc, finalement, on se retrouve avec des responsables de sécurité pour lesquels les avis ne sont pas nécessairement pris en compte au bon niveau par les entreprises. Donc, la probabilité de revictimation, ça également, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, quelle est la probabilité que, une fois que j'ai été attaqué, que je sois à nouveau attaqué? Parce que généralement, ce que les entreprises vont faire, c'est que je vais être attaqué aujourd'hui, je vais perdre 2 milliards, parce que dans certains cas, l'exposition était quand même à plusieurs milliards. Je vais perdre des milliards, je vais commettre une enquête, on va pouvoir établir quelque peu les responsabilités. Et une fois qu'on aura fait ça, on va continuer notre vie d'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas d'une cyberattaque, on a ce qu'on appelle des indicateurs de compromission. C'est-à-dire que moi, si je veux aujourd'hui attaquer une entreprise, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire, et ça c'est dans le circuit de la démarche d'une attaque informatique, je vais introduire des backdoors pour pouvoir maintenir mon accès au système d'information de la cible. Et donc, tant que vous n'avez pas exfiltré complètement les indicateurs de conformation au sein de votre parc informationnel, vous êtes toujours autant exposé qu'avant la cyberattaque. Okay? C'est d'ailleurs pour ça que généralement, pour les cas de cyberattaque, il faut activer des démarches d'investigation numérique pour être sûr que vous avez une expertise qui vous accompagne dans l'exfiltration de tout ce qui est indicateur de conformation. Slide. Donc, quelques cas de cybercrime, de paysage, on va dire, de cybercrime. Le cybercrime, en réalité, n'est qu'une déportation de crimes classiques sur l'environnement cyber. Et donc, vous avez par exemple un continent tel que l'Amérique latine, où vous avez les cartels de drogue parmi les plus riches et les plus puissants et les mieux structurés.
ils ont simplement déporté leur activité sur le cyberespace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Amérique latine, vous avez des cas de cybercrime qui se concentrent sur tout ce qui est blanchiment d'argent, tout ce qui est transaction d'argent, tout ce qui est commerce de stupéfiants. Et donc, toute cette activité-là va donc systématiquement être déportée sur le cyberespace. Voilà un peu l'environnement, le nouvel environnement de la menace dans ces continents-là. Au niveau de l'Amérique du Nord, ça va être le continent où on va avoir la palette la plus large de cyberattaques. Vous allez avoir des cas de falsification, des cas d'extorsion digitale, c'est-à-dire qu'on va usurper l'identité soit d'une organisation étatique, soit d'une entreprise, se faire passer pour une autre entreprise pour pouvoir récupérer des informations, pour pouvoir subtiliser des fonds, ou alors pour pouvoir véhiculer une sorte de propagande raciale ou alors politique. On va également avoir des rançons logiciels, c'est-à-dire qu'on va pouvoir filtrer les données d'organisations, d'entreprises pour pouvoir en tirer un bénéfice. Donc, en Asie, ça va être de l'escroquerie en ligne, étant réputé comme étant un continent où on produit énormément, alors où on produit beaucoup de contrefaçons. Et donc, vous allez avoir pas mal de plateformes de commerce en ligne où on va vous présenter des produits qui en réalité sont faux et qui ne sont pas conformes à l'original et pour lesquels on va donc vous extorquer des fonds. Et donc, comme je disais, finalement, c'est un risque qu'on a de façon traditionnelle qui va simplement se déporter sur le cyberespace. En Afrique également, on a de plus en plus de cas et donc de plus en plus de cas qui sont appréhendés. On a par exemple des foyers en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et quand je cite l'Afrique de l'Ouest, j'intègre quelque peu l'Afrique centrale, pour lesquels on a de plus en plus de personnes qui sont appréhendées. Et comme je disais, on a une force de cybercriminalité qui se structure, qui s'organise, qui se spécialise, et donc de plus en plus de cas de cybercrime. Pour ne rester que sur le cas du Cameroun, qui est l'un des plus récents, on a à peu près l'équivalent de 600 présumés escrocs en ligne qui ont été mis à disposition des forces de police nationales par les FBI. Et donc, c'est des personnes sur lesquelles aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des enquêtes supplémentaires qui sont en train d'être faites, certains ayant déjà été appréhendés. Pour la plupart, c'est quand même des cas, je parlais des activités fortuites, ça reste quand même, on va dire, de l'escroquerie, du scamming, etc. Donc, ça va être peut-être de terminer par quelques leviers. On a vu la spécificité du cyberespace, on a vu la spécificité des éléments à mettre en œuvre pour pouvoir travailler, pour pouvoir se prémunir de ces différentes menaces-là. Et je propose dans cette slide quelques approches, notamment de doctrines qui ont été implémentées par d'autres États ou par d'autres continents par ailleurs. Notamment en Chine et en Israël, on a déployé des solutions technologiques de surveillance du cyberespace. Ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions, c'est vrai, qui relèvent beaucoup du domaine militaire, mais qui permettent par exemple de faire de la surveillance des réseaux sociaux, qui permettent de faire de la surveillance d'activités sur le cyberespace. Et l'avantage étant qu'on va être très proactif dans la détection des menaces. Okay, donc, on a des solutions, par exemple, de contrôle sur les réseaux sociaux qui vont être basées parfois sur les mots-clés de recherche, qui vont permettre de détecter, par exemple, à l'avance une attaque une attaque terroriste. Okay, on va se baser sur des modèles de menaces, on va concevoir des modèles de menaces, on va intégrer dans ces outils-là, qui vont nous permettre de remonter de façon systématique des alertes. Et donc, on va avoir en fonction des niveaux d'alerte, l'État va mettre en place des stratégies de riposte en fonction des niveaux d'alerte. Et donc, vous avez des solutions qui permettent de faire ça. Et en Chine et en Israël, on en a, ce sont les pays où on a le plus adopté ce type d'approche. On a également l'exploration du modèle de taxation des réseaux sociaux. Donc, ça, c'est également le modèle des pays qui, généralement, veulent réduire l'utilisation de réseaux sociaux étrangers. Et donc, pour ça, il faut quand même avoir une alternative locale. C'est par exemple ce qui se fait au Qatar, c'est-à-dire que si vous allez vers les réseaux sociaux, vous allez être taxé en fonction de l'utilisation ou de l'usage que vous faites des réseaux sociaux. Ça a deux éléments, c'est fait pour deux raisons. La première raison, c'est limiter l'utilisation que les citoyens font des réseaux sociaux qui sont étrangers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propres à ceux qui sont préconisés ou qui sont développés en local. Ça va être le premier aspect.
Le deuxième aspect, c'est que c'est également, ça contribue également de l'extension du marché de l'économie numérique parce que ça fait rentrer des devises au niveau du gouvernement. Et donc, ça, c'était fait vraiment dans ces deux axes-là. En Afrique, il y a quelques tentatives avec plus ou moins de succès, notamment en Ouganda et au Kenya. Je crois d'ailleurs savoir qu'en Ouganda, ils ont dû se rétracter parce que les frais devenant extrêmement importants. Parce que si vous êtes un pays où déjà la couverture Internet n'est pas accessible et que vous rajoutez de la taxation pour l'accès à certains réseaux sociaux, c'est clair que les gens ont vite fait de se retrouver dans la rue pour manifester. Je pense qu'ils ont dû faire un rétro-pédalage en Ouganda. On a également des mécanismes de filtrage du contenu. Donc ça également, c'est très courant, c'est bien rapide. Vous avez des équipements, des solutions qui permettent de faire du filtrage en fonction du type de recherche que vous faites. C'est-à-dire que vous avez des recherches pour lesquelles vous n'aurez pas de point d'aboutissement en fonction du niveau de filtrage. Et donc ça va être très courant pour des pays qui soit sont très axés sur la religion ou alors qui sont des régimes plus ou moins autoritaires et sur lesquels il y aura un certain nombre de restrictions. Donc, on ne va pas bloquer l'accès, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du filtrage pour réguler la façon dont vous allez accéder à Internet ou au cyberespace. En quatre, vous savez, les solutions de substitution. Donc, ça, moi, j'aime particulièrement cette préconisation parce que ça participe en réalité de l'un des leviers de la cybersouveraineté. Je ne peux pas être souverain sur le cyberespace tant que j'utilise les technologies. C'est simplement de se dire, je développe mes propres technologies et je les soumets à utilisation par ma population. C'est ça les solutions de substitution. Sauf que ça reste quand même très contrôlé, parce que vous avez quand même les gros acteurs de cyberespace que sont les GAFAM avec la TIX du niveau du côté de l'Asie, qui restent quand même des acteurs qui s'assurent qu'ils ont toute la prépondérance sur Internet. Je vous mettrai par exemple au défi, si vous concevez un réseau social et que vous atteignez l'équivalent d'une centaine de millions d'utilisateurs, je suis sûr que dans les heures qui suivent, vous allez avoir des appels de personnes que vous n'avez jamais rencontrées. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des activités, des secteurs d'activité qui sont super contrôlés. Parce que là, on est dans la guerre de l'information. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont présentes aux États-Unis, par exemple, ont la possibilité, collaborent essentiellement avec le gouvernement américain dans les cas de cyberattaque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement américain peut faire une réquisition chez Google ou chez Facebook pour pouvoir donc récupérer un certain nombre d'informations, qu'elles soient personnelles. Et donc, ça, c'est un enjeu qui est important et c'est pour ça que certains États devraient mettre en place des solutions de substitution pour s'assurer qu'on ne tombe pas sous ce type de contraintes-là. Donc, encore faudrait-il avoir les leviers importants. Je disais tout à l'heure que l'Afrique a l'avantage d'avoir un marché important. Et donc, si au niveau de l'Afrique, on met en place des mesures à l'échelle de l'Afrique, c'est clair qu'on devient un poids aussi important que les autres continents. Donc, ça va être par exemple absurde de penser à une solution de réseau social pour un pays, mais au niveau, à l'échelle de l'Afrique, ça commence à faire sens de mettre en place ce type de solution. Donc, en Russie et en Chine, ils sont très spécialisés dans ce type de démarche. Vous avez par exemple Yandex et Baidu qui sont l'équivalent de Google, qui permettent donc, qui sont des moteurs de recherche pour ces différents pays-là. Vous avez le cas également de la Russie qui a dû pratiquer sur le site chinois parce que après la guerre, après le démarrage de la guerre Russie-Ukraine, on a voulu bloquer toutes les transactions de la Russie à l'international à partir du réseau SWIFT. Sauf que les Russes y avaient pensé parce qu'ils ont commencé à travailler avec le SWIFT typiquement pour pouvoir faire transiter pouvoir opérer leurs différentes transactions. Donc, les solutions de substitution permettent de s'affranchir de la prépondérance d'un autre État sur le bien, tout simplement. On a également des sondes, ça c'est la solution un peu paresseuse, c'est de pouvoir aller directement chez l'opérateur et de mettre des sortes de boîtes noires, des sortes de black box qui vont pouvoir intercepter les communications des utilisateurs. C'est-à-dire que je ne veux pas m'appréhender, je ne veux pas m'approprier la technologie, mais je mets en bout de chaîne ou alors en entrée de réseau, je mets une sonde qui va pouvoir me remonter, moi, un certain nombre d'informations au cas par cas. OK, donc ça également, ça permet d'avoir un certain niveau de contrôle
sur les réseaux de communication électronique. Et enfin, l'infiltration, c'est déjà très courant dans la police et la gendarmerie traditionnelle. On peut également déporter cette technique sur le cyberespace, ça c'est très courant en Inde. J'en sais quelque chose parce que j'ai également un peu fait mes classes de cybersécurité en Inde. Vous avez la possibilité, l'État va intégrer des sortes de cyberagents dans les groupes, vous savez, dans les groupes politiques, dans les groupes sociaux. Ils vont infiltrer les cyberagents pour lesquels le rôle sera de remonter un certain nombre d'informations en fonction des critères spécifiques. Okay, donc aujourd'hui, la cyberinfiltration permet également à l'État de se doter de mécanismes d'enquête ou de détection d'un certain nombre de menaces. Donc voilà un ensemble de mécanismes qu'on peut mettre en jeu, qu'on peut mettre en route pour pouvoir assurer globalement un certain niveau de cybersécurité. Donc globalement, c'est ce que je souhaitais nous partager. Peut-être de laisser la place à des questions et échanges si besoin.